Merci à tous d'être là. Je vous avoue que présenter ce sujet-là, je n'étais pas très sûr de moi. En tout cas, une conférence comme les développeurs. Donc j'apprécie que vous soyez venu me voir, moi. Alors que vous auriez pu aller voir, je ne sais rien, une super façon de faire des fonctions, des trucs en REST ou des trucs super plus technologiques. Donc voilà, un merci déjà pour commencer. Donc pourquoi c'est moi qui suis sur scène et pas vous aujourd'hui? Parce que j'ai commencé à bosser en 1998. Donc ça fait 25 ans que j'officie à écrire et à casser du logiciel, à écrire des bugs, à planter des machins. Et donc j'essaie de vous faire participer je voulais partager un peu de mon expérience. Pour ceux qui ont suivi les vieux de la vieille à Devox, je faisais du live coding à une époque, donc j'ai fait des trucs techniques à une époque, Code Story notamment pour ceux qui se rappellent. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, après j'ai fait un peu de service parce que je travaillais en France avant. Et aujourd'hui, je suis VP Engineering à Docker. Ça fait 7 ans que je suis là. Et c'est surtout ça que j'ai envie de vous raconter. 7 ans à Docker, donc pour ceux qui ont suivi l'histoire de Docker, Docker ça a 10 ans à peu près. Donc j'ai rejoint employé 150, un truc comme ça. Petit Frenchie dans une boîte américaine, je me dis je vais apprendre plein de trucs, ça va être super. C'était un peu le chaos. C'est ça que je vais essayer un peu de vous raconter. En 2018, la boîte fait à peu près 400 employés. On était tellement sûr d'être la meilleure licorne de l'univers qu'on a craché la boîte complètement et on a rebooté en 2019 une boîte avec 70 personnes, 70 ingénieurs. Et aujourd'hui, la boîte fait à peu près 450 employés, donc on a le sourire de nouveau. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Non, voilà, en gros, pourquoi. Et alors, j'ai commencé en tant qu'ingénieur. J'ai écrit les premières lignes de Docker Desktop pour Windows. Ne tapez pas dessus, c'est plus moi maintenant. Et aujourd'hui, donc SVP Engineering. Donc j'ai vu plein de choses. Et c'est ça que je vais vous partager. Et surtout, en tant que VP Engineering aujourd'hui, j'ai une mission. Enfin, en tout cas, je me suis fixé une mission il y a 3 ans quand j'ai pris la direction de l'ensemble de l'engineering de Docker. C'est de faire en sorte que l'équipe d'engineering dans laquelle je vais travailler soit la meilleure possible et qu'on s'en souvienne. J'ai vécu dans plein d'autres boîtes avant. J'en ai fait une dizaine. Et il y a plein de fois où je râlais, c'est pourri quand même, qu'est-ce qu'ils sont nuls là-haut, là, à nous préparer ces trucs-là, ou le client est débile, enfin tous ces trucs-là, je pense que vous avez tous vécu un peu ça. Et j'avais toujours rêvé de me dire, mais il y a un mec qui sait faire ça, et il va le faire pour moi, et je vais participer à cette équipe et ça va être super. J'ai jamais trouvé, donc j'essaye, et c'est ça que j'essaie de vous partager avec ce talk-là, c'est de vous dire, donner envie peut-être de faire ça aussi vous. Encore une fois, j'ai commencé en 98, donc si vous venez juste de commencer, vous avez de la marge avant d'arriver à pouvoir faire ça, mais je vous le souhaite. Une image que j'ai faite moi-même, bien sûr, comme vous pouvez le reconnaître. Donc là, ça c'est mon aspiration. On est en 2042 évidemment, et on se rappelle, et mon objectif c'est deux ingénieurs qui se retrouvent et qui se disent c'était quand même super cool à cette époque-là, on a appris plein de trucs, c'était performant, c'était une des meilleures équipes d'engineering dans lesquelles j'ai pu participer. C'est ça que j'essaie de vous raconter. Et alors, je pourrais partir sur plein d'axes, il y a plein de façons de construire des organisations ou des équipes. J'en ai choisi 4. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez là. Donc je vais parler de 4 trucs, 4 axes principaux. Les valeurs, oui je sais, il n'y a pas de code mais il y a des valeurs. Topologie d'équipe, l'impact des managers et des ingénieurs pour ceux qui ont été là au talk d'avant avec Benoît et Dimitri. Vous allez voir qu'on raconte des choses assez similaires. Et l'impact du remote, notamment sur les salaires et comment on organise une entreprise comme ça. Avec Docker aujourd'hui c'est 450 employés, 180 personnes à l'engineering. Dans, je ne sais plus, 15 pays différents. Donc voilà, vous racontez ces 4 trucs-là. Mais d'abord, il y a une question d'échelle. Donc vous connaissez peut-être ce nombre-là, 150. C'est pour vous donner le contexte dans lequel je parle. 150, c'est le numéro de Dunbar. Le numéro de Dunbar, c'est un anthropologue qui a déterminé que quand il y avait des groupes au-delà de 150 personnes, on perdait un peu pied sur qui faisait quoi. Et voilà, c'est une forme d'organisation à partir duquel on s'arrête un peu de comprendre ce qui se passe. Alors, bien sûr, 150, c'est un nombre. Vous savez, il y en a qui font des estimations ici? Nombre projet, ouais. En fait, Dunbar, le vrai nombre qu'il a donné, c'est entre 100 et 230, mais évidemment, ce qui est ressorti, c'est 150, parce que c'est plus facile de s'en souvenir. Il y a un super bouquin sur le sujet, de Tipping Point de Malcolm Gladwell, qui rentre dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire dans les organisations et comment on retrouve ça dans la sociologie un peu partout. Mais pourquoi je vous bassine avec ce nombre-là, c'est que, en gros, si vous voyez, donc première ligne, c'est les nombres de personnes, en 12, les nombres d'équipes. Je pars du principe que vous faites des équipes on va dire agile, donc je sais pas, 5-6 personnes, 8, 10 max.
En gros, je parle du truc encadré. D'accord ? Donc tout ce que je vais vous raconter là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les gros machins qui sont derrière que j'ai pas connus encore. C'est pas pour les tout petits trucs qui sont devant, parce qu'effectivement, ça va vous paraître complètement compliqué et complexe. Donc le contexte, c'est ça. Et un des points clés de ça, c'est que quand vous êtes à 10, 20, 30, 50, vous pouvez commencer à, vous en tant que VP Engineering ou manager, de gérer, être le pompier et tout gérer partout. Quand vous êtes à 70 à 150, ça ne marche plus ça. Donc vous êtes obligé de commencer à penser en termes de système. Et c'est ça que je vais essayer de vous parler. Un autre truc que vous connaissez, c'est le nombre d'interactions en fonction des individus. Donc par exemple, si je suis tout seul, en général, je suis d'accord avec moi-même. Si vous êtes deux, il y a deux relations. Si vous êtes trois, ça commence à être un peu plus compliqué. Et donc là, ça vous montre simplement le nombre d'interactions distinctes qu'on peut avoir entre nous. Donc, vous voyez, à 2, c'est 2, voilà, 5, on se retrouve, je n'ai pas le nombre exactement, je ne sais pas trop retrouver, mais 12, 20, vous voyez que c'est exponentiel. Donc, dans une équipe, ça vient d'un truc de Jeff Bezos qui a fait Amazon, entre autres, mais qui a cité les Two Pizza Team, là, donc les équipes de pizza, comme on peut partager une pizza avec une équipe. Et donc, le nombre de 7, là, c'est à peu près un chiffre qui est à peu près gérable pour l'ensemble des êtres humains. On arrive à peu près à retrouver notre relation. Tout ça pour dire que dans les organisations, donc là, au niveau de l'équipe 7, vous comprenez qu'une équipe de 20, c'est quand même compliqué. Et alors, d'autres chiffres que j'ai vite fait, voilà, si vous êtes à 50 dans une boîte, ça fait 1225 interactions possibles individuelles entre les gens. Si vous êtes à 500, on est à 125 000. Donc c'est plus gérable pour personne, on n'a pas le cerveau pour être capable de gérer ce genre de relations-là. Donc vous êtes obligé de faire des choses qui sont différentes. Et donc, une des premières choses pour aligner les gens, c'est les valeurs. Alors encore une fois, faites attention quand vous faites ça. Il faut que vous ayez le buy-in de votre entreprise, le buy-in de l'ensemble des gens qui sont avec vous. Mais qu'est-ce que c'est les valeurs ? Les valeurs, c'est en gros avec qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie qu'on se comporte autour de moi, dans une équipe, quoi, ou dans une organisation. Voilà. À quoi j'adhère. Et donc codifier ça, c'est assez intéressant. Ma première rencontre avec ça, j'ai oublié de vous le dire, mais sur les 4 axes que je vous ai donnés de départ, je vais vous donner un bouquin pour chacun. Et le premier, c'est mon bouquin favori, c'est Extreme Programming, qui me ramène à l'ancien temps. Mais un des trucs super marquants dans Extreme Programming, tout le monde s'en souvient, Extreme Programming, on parle de Test-Driven Development, de Feedback Loop, tous ces trucs-là, tout le monde le sait. Et pour ceux qui ont lu le livre il commence avec un truc qui, à l'époque, m'avait paru complètement dingo, c'est des valeurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que les valeurs ? Et en plus, les valeurs là-dedans, moi, ça m'avait choqué à l'époque. Au début, c'est facile, hein, simplicité, ouais, je comprends, on fait des trucs, machin. Communication, ok, on communique, c'est cool. Feedback, donc je communique, mais il faut aussi que j'écoute. Et après, on part des trucs un peu plus compliqués. Respect, courage. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, ok, super. Allez, je passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? C'est bon. Et en fait, dans le bouquin, c'est assez bien fait. Il vous lit ça, des principes puis des techniques. Et tout est lié. C'est-à-dire, si vous commencez à comprendre, à appliquer les techniques, vous comprenez qu'en fait, c'est lié à tous ces trucs-là. Et donc, c'est quand même gonflé, je trouve, dans une organisation, de dire, voilà, on pourrait parler de respect et de courage. C'est quand même des choses qui touchent au fait, la communication, tout ça, c'est plutôt des choses qui sont faites pour discuter entre nous. Le respect et le courage, c'est des choses qui appellent plutôt à ce qu'on ressent, quoi. Donc, voilà, un exemple de valeurs qui viennent de l'organisation. Et donc, quand mon CEO, en 2019, m'a dit « on va mettre des valeurs en place, Jean-Laurent, dans l'entreprise, pour ressouder l'entreprise autour de nous », j'ai fait « ouais, super, ça va être très très bien, on va les mettre sur un slide, on va les oublier dans un coin, puis on va aller vraiment faire du boulot, on va shipper des trucs en prod, c'est ça qui est important. » Et alors, j'ai vu ça aussi ailleurs, dans d'autres entreprises avant. Hein. Oui, on a des grands trucs. Il y a certaines entreprises qui ont 20 valeurs, ou 17 valeurs. Donc, c'est un peu tout, quoi. C'est un peu nous tous, quoi. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup à guider. Et donc, à Docker, on essaie de bosser là-dessus. Et donc, ça, c'est les 4 valeurs de Docker, aujourd'hui. On y passe un temps certain. Tous les trimestres, on les revoit. On change un peu le wording, la façon de les mettre. Donc, Developer Obsession. Ça, c'est parce que on fait des produits quand même pour les développeurs au départ. Au départ, on ne faisait pas que ça. On faisait aussi des produits pour les ops. Donc là, c'était vraiment pour recentrer vers ça. Ça, cette page-là, elle est sur notre page de recrutement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché, qu'on garde pour nous. Voilà, si vous venez chez nous, vous devez embrasser ces valeurs-là. Developer Obsession, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le mot obsession, qui est un petit peu limite
tendance un peu... donc je trouve ça assez intéressant de se focaliser là-dessus. Bias for considered action, donc ça, ça veut dire que quand vous êtes à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision et on n'attend pas 3 heures pour le faire. Et il y a considered dedans, qui est un mot qu'on a rajouté après coup. Parce qu'au début, c'était bias for action, donc tout le monde prenait des actions dans tous les sens. Et en fait, on s'est dit, il y a peut-être quand même que tu vérifies un peu ce que tu fais. Voilà. Et après, 2 autres qui me tiennent particulièrement à cœur, humilité et open collaboration. Donc open collaboration, par exemple, ça veut dire quand vous posez une question à quelqu'un dans une entreprise, et notamment dans un contexte remote, vous ne la posez pas à votre copain d'à côté, même si vous êtes à peu près certain qu'il va répondre. Vous ne la posez pas à votre équipe, vous la posez à toute la boîte. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des gens qui vont répondre qui ne sont pas du tout ceux à qui vous attendez qu'ils allaient répondre. Donc voilà, une façon de voir les choses. Humilité, derrière, c'est je vais dire, dans la technologie en général, on a une certaine forme d'arrogance. Mon langage, il est meilleur que le tien. Ma stack technique, elle est meilleure. Ce genre de choses. L'humilité, ça permet de savoir qui on est nous-mêmes. D'accord ? L'humilité, c'est juste connaître ses limites. Et du coup, d'appréhender avec les autres, de poser des questions en disant moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Soit vous avez la meilleure réponse et vous avancez, soit il y a quelqu'un qui va augmenter ce que vous êtes en train de faire. Bref, voilà 4 valeurs. Donc un de mes conseils, c'est réfléchir à est-ce que vous êtes capable de mettre ça en place dans votre entreprise ? Comment vous faites en sorte que ce soit appliqué ? Donc c'est une entreprise américaine, Docker, hein, donc on a aussi tous les trucs américains un peu sympas. Donc par exemple, on a tous les trimestres, je crois, on vote pour l'employé qui réagit, qui a ce truc-là, il gagne un petit trophée qu'il a chez lui. Mais par contre, c'est les employés qui votent pour ça. C'est pas le management, c'est les gens eux-mêmes, quoi. Donc c'est moi qui demande à un autre de faire ce genre de choses. Voilà. Donc un truc intéressant, une expérience positive là-dessus que j'ai jamais vue ailleurs. Donc c'est pas que pour vendre Docker que je vous fais ça, c'est aussi pour dire si on avait dans votre entreprise, vous définissez des valeurs dans lesquelles vous croyez et que vous êtes capable de mettre en place. Finalement, vous alignez un peu plus les gens déjà dès le départ. Tout le monde vient avec un concept ou une façon de réfléchir qui est à peu près similaire. Truc numéro 1, je vous ai donné un bouquin XP, vous avez retenu, super. Le deuxième point, je vais partir de parler de team topologie, donc topologie d'équipe. Un truc qui est assez intéressant, c'est comment je crée une équipe. Pourquoi je crée une équipe ? D'abord, le premier truc, c'est que malgré tout ce qu'on entend sur les managers et les individus, je m'en fous. Ce qui est important dans une entreprise, c'est l'équipe. Les individus sont importants, mais c'est les gens qui travaillent ensemble qui font la force de la chose. Donc la pièce principale, c'est l'équipe, c'est pas les gens. Même s'il faut s'occuper des gens, ne me faites pas dire ce que je vais pas dire. Et ensuite, on définit 2 choses. On définit que les équipes ont une mission, mais c'est elles en général qui vont le définir, et elles sont autonomes. Ça, c'est un truc que j'adore, l'autonomie des équipes. Déjà, en tant que VP Engineering, c'est-à-dire que je peux partir faire du golf, je n'ai pas à prendre de décision, parce qu'elle gère tout toute seule. En vrai, ça ne marche pas, je suis nul au golf. Ce qui est génial dans l'autonomie, c'est on laisse aux gens qui sont le plus proches du problème la capacité de le résoudre. Donc si c'est un problème technique, je ne veux pas en entendre parler. S'il y a 2 équipes qui se bagarrent parce qu'elles sont sur la même frontière de projet ou je ne sais pas quoi, ça je veux bien gérer, parce que là c'est en dehors de l'équipe. Donc c'est hyper important cette histoire d'autonomie, et c'est quelque chose moi que j'ai vécu de manière assez négative à beaucoup d'endroits dans lesquels j'ai bossé, dans lequel on me dictait pour moi mes choix, où j'avais pas le droit d'aller faire ci ou faire ça, parce qu'on me donnait pas l'autonomie pour le faire. Alors que moi je savais comment résoudre le problème. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression. Un schéma qui va vous ressembler, alors je ne sais pas si j'avais vu la presse de Dimitri et Benoît avant, j'aurais peut-être pas fait complètement le même, mais ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là. Qu'est-ce que c'est une équipe autonome ? Une équipe autonome, ça commence par, il faut que les gars ils soient capables de se débrouiller tout seuls. Donc pour se débrouiller tout seul, il faut que l'ensemble des talents dans l'équipe soient complémentaires, de telle manière à ce qu'ils puissent se débrouiller. Si tu dois en permanence aller demander à quelqu'un à droite ou à gauche quelque chose, ça ne marche pas. Donc les équipes à Docker, on essaie de les fabriquer comme ça. On essaye, en vrai, j'ai que 40% de mes équipes qui réagissent à ça, les autres, elles sont forcément soit en train d'embaucher, soit en train de bouger, mais donc c'est un idéal auquel on tend. On a un triptyque en bas, là, qui est un engineering manager, un UX designer, un product manager, et un tech lead que j'ai entouré en rouge, là, et des ingénieurs. Donc si c'est une équipe plutôt front-end, on va avoir plutôt des gars qui vont faire du front-end. Si c'est une équipe plutôt back-end, plutôt des mecs back-end. Si c'est une équipe qui fait un peu tout, ils vont mixer l'équipe pour avoir l'ensemble des talents à l'intérieur. Si c'est une équipe qui fait plutôt de la sécurité, ils vont avoir un ingénieur sécurité dedans. Si c'est une équipe qui fait plutôt de la data ou qui va avoir une grosse composante data, ils vont avoir un data engineer dedans. Mais avec un product manager qui dit en gros qu'est-ce qu'on va faire, un UX designer qui va dire en gros c'est quoi le workflow d'utilisateur et qui participe aussi à l'analyse du feedback initial, un manager pour gérer l'ensemble des troupes,
et un tech lead qui sait, a priori, on espère, ce qu'il fait d'un point de vue technologique. Et c'est comme ça qu'on amène de l'autonomie dans les équipes, en mixant l'ensemble des points. Quand votre boîte grossit, il y a plein de logiciels qui servent à gérer, par exemple, votre entreprise, hein, les trucs de HR et tout ça. Ils détestent ce genre de schéma. Je connais très peu de logiciels de RH qui savent gérer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le product manager, il reporte à un product manager directeur, les engineering managers à des directeurs, le UX designer à quelqu'un du design. On veut que l'ensemble des gens à Docker soient gérés par des gens qui connaissent le métier. Et du coup, ça fait 3 reporting lines dans une seule équipe. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, on aime bien avoir tous les ingénieurs d'un côté, tous les product managers de l'autre, les ops de l'autre côté, ils reportent tous à d'autres gens. Là, en l'occurrence, vous mixez ça. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça vous montre comment, en fait, l'ensemble de l'industrie n'est pas prête pour ce genre de truc. À quoi ça ressemblait l'engineering de Docker en 2019? Il y avait, en gros, c'était ça. Donc, chaque case grise, c'est en gros une équipe. Et les gros trucs bleus, là, c'est les gens qui travaillaient sur des sujets connexes. Donc on faisait 3 produits, Docker Hub, Docker Compose, Guillaume au premier rang, là, qui est un fier représentant, Docker Engine et Docker Desktop là-bas. Et puis quelques équipes qui supportent tout ça. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous avez peut-être entendu parler de la loi de Conway. La loi de Conway, ça dit que toute organisation qui conçoit un système, donc un logiciel, va livrer des logiciels qui ressemblent exactement à la structure d'organisation. Et devinez ce qu'on avait comme produit à l'époque, on en avait 3. Docker Hub, Docker Engine et Docker Desktop. Donc on faisait exactement ça. En anglais, on appelle ça shipping your charts. En français, ça se traduit vaguement par mettre en production ton organigramme d'entreprise. Et ça, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que quand vous dites « Ah mais en fait, zut, en fait, l'ensemble de mon architecture logicielle, tout ce que je fais, finalement, c'est lié par l'organisation dans laquelle j'ai mis les gens. » Enfin, quelque part, c'est horrible. On n'a pas du tout envie de faire ça. Il ne devrait pas y avoir de liaison entre ces choses-là. Pourquoi on a cherché à réfléchir à changer ça? On s'est retrouvé dans des situations un peu compliquées. Donc Docker Desktop, c'est censé tourner sur votre laptop. Docker Hub, c'est censé être un produit SaaS qui tourne dans le cloud. Et à un moment donné, on veut faire une fonction qui est connexe aux deux. Quelque chose qui est dans Docker Desktop, qui parle à Docker Hub, par exemple. Et comme vous avez 2 équipes qui sont optimisées pour leurs propres produits, arriver à faire ce genre de fonction, c'est hyper dur. Parce que, ah oui, mais je suis pas prêt. Oui, mais dans ma roadmap, moi j'ai dit que je livrais dans 1 mois. On avait dit que, oui, mais t'es gentil, moi j'ai un problème de sécurité, donc je vais pas pouvoir le faire. Voilà, c'est le genre de dialogue qu'on avait. Et donc, on a commencé à réfléchir en se disant, bon, comment on casse ça? Et de la même manière que je pense dans beaucoup d'équipes, vous les construisez de telle manière, elles sont capables de faire la fonctionnalité de bout en bout. Back-end, front-end, tout ça dans une seule équipe. On essaie de faire la même chose au terme de l'organisation. Et il y a un bon bouquin, hint, c'est le moment de regarder le 2e livre. C'est l'heure de la sieste, c'est pour ça que j'essaie d'un peu de... Team Topology, donc un super bouquin. J'en parle assez souvent, j'aurais carrément piqué 2 slides juste après. Matthew Skelton et Manuel Pais, qui sont deux Européens. Ils ont essayé de codifier un peu plus une façon de gérer des équipes, de comment on crée des équipes. Au début, j'ai regardé le bouquin, pour être très honnête, juste parce qu'il y avait des jolies couleurs dedans, et que je voulais un mode de vocabulaire, non mais sérieusement, il y a des jolies couleurs dedans, et il y avait un vocabulaire qui était commun. Et donc comme je savais que je voulais réfléchir à casser mon organisation, parce qu'elle reproduisait, enfin elle était contre la loi de Conway, je voulais voilà, avoir quelque chose d'un vocabulaire commun avec mes directeurs pour être capable de faire quelque chose. Et donc ce que j'aime bien dans le livre, si vous devez retenir 2 choses du bouquin, lisez-le, il est vraiment chouette. Il y avait 2 choses qu'il présente. Le premier, c'est qu'il met des couleurs sur des formats d'équipe. D'accord, donc il y a les jaunes. Streamline, en gros, c'est l'équipe de base, enfin celle qui livre des fonctions à des utilisateurs. Vous avez 2 équipes qui sont au milieu, qui sont un peu plus annexes, et vous avez la plateforme team qui est en dessous. Donc la plateforme team, souvent, c'est une équipe qui va produire du code, ou des process, mais souvent c'est plutôt du code, pour les autres équipes, pour qu'elles réussissent. Donc en gros, ces clients à cette plateforme team, c'est les clients internes de la boîte. Donc je sais pas, vous êtes une équipe qui fait du CI/CD, une équipe d'infrastructure, ce genre de choses. Et la Streamline, c'est une équipe qui livre, qui a une persona ou des utilisateurs vraiment spécifiques que vous êtes capable d'attacher. Enabling, c'est plutôt des consultants, et Complicated Subsystem Team, c'est plutôt des gars experts dans un domaine. Je passe dessus, allez lire le bouquin, c'est super rigolo. Le bouquin est en plus hyper bien fait pour des ingénieurs, il y a 4 chapitres,
un chapitre sur les équipes, un chapitre sur la façon dont les interactions entre les équipes se passent. Donc c'est ça, je vous passe vite fait. Hein. Mais en gros, il y a 3 formes d'interaction. Soit vous collaborez, les 2 équipes sont ensemble, c'est ce que vous avez en bas à droite. Soit vous avez une facilitation. Donc c'est des gens qui vont dropper dans une équipe type sécurité, encore tu vois, consultant, agile coach, tous ces trucs-là. Et vous avez Cross as a Service, qui est celle à laquelle on devrait tendre le plus possible. Quand vous avez 2 équipes qui discutent, si à chaque fois qu'elles doivent faire quelque chose ensemble, une fonction qui est ensemble, qui est connexe, si à chaque fois elles doivent discuter, si vous en avez 2, ça va. Si vous en avez 10, c'est compliqué. Si vous en avez 50, c'est vraiment compliqué. Donc Cross as a Service, ce que ça veut dire en fait, chaque équipe définit une API pour interagir avec son logiciel. Elle publie cette API en interne. Et les autres équipes vont pouvoir, par défaut, au lieu d'aller appeler un humain, regarder cette API et jouer avec. Et lui demander, tiens, j'ai vu ton API, rajoute-moi tel truc à tel endroit. Encore une fois, allez plonger dans le bouquin. Ces 2 slides que je viens de faire c'est carrément ceux qui sont sur leur site. Donc, je ne me suis pas trop foulé. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a moins de robots et de machin. Franchement, c'est un bouquin, si vous voulez réfléchir à la façon dont les équipes interagissent entre elles, c'est exceptionnel. Suite à ça, on a fait ça. Donc on n'a plus les produits qui sont apparents. On a quand même un problème quand vous faites... si vous avez un monolithe ou une seule technologie dans votre entreprise, c'est assez sympa, parce que du coup, ça s'applique assez bien. Dans le cas de Docker Desktop et de Docker Hub, donc Docker Desktop, c'est du code Go ou un peu Swift, un peu de C# qui tourne sur votre Mac ou votre machine Windows. De l'autre côté, c'est des services Go qui tournent dans un kubecluster. C'est des façons de faire de l'engineering très différentes, les deux. Donc comment on lit tout ça, c'était quand même assez compliqué. Mais bref, on se retrouve avec des équipes qui sont là, vous voyez, il n'y a plus de nom de produit. Il y a qu'est-ce que ces équipes font. Donc l'équipe collaboration, typiquement, c'est là où on se retrouve avec des bouts de compose. Programmable OS, c'est une team que j'aime beaucoup le nom. Donc operating, système d'exploitation programmable. Voilà l'équipe qui fait ça. Donc ça, c'est les équipes qui s'occupent par exemple des machines virtuelles chez nous, des machines qui s'occupent de faire démarrer Docker Desktop et toutes ces choses-là. Donc on a vraiment optimisé en fonction de ça. Là, on était une centaine, je pense, ou peut-être 80, 70 à ce moment-là. Donc vous voyez les équipes. Alors aussi, un autre point, c'est que des équipes streamline, donc les équipes que je vous disais au début. Parce que évidemment, si vous demandez à des ingénieurs, notamment des techos, ceux qui aiment vraiment bien la tech, tu veux bosser où, pour des clients ou pour d'autres ingénieurs? Pour des ingénieurs. Donc on se retrouvait que avec des équipes plateformes partout. Donc on a vraiment essayé de faire en sorte d'avoir que des équipes streamline au départ. Prenez pas peur pour le prochain slide. C'était comme on était en 2022. En gros, ça c'est l'ensemble de l'engineering. On a essayé, le slide est un peu surchargé. J'ai écrit un blog post, vous pouvez regarder sur le blog de Docker sur lequel on rentre sur des détails. Mais en gros, vous avez en bleu les équipes plateformes, vous avez vu, on a regardé les couleurs. En jaune, les équipes streamline, donc celles qui livrent aux clients. Et en rouge, là, les équipes qui étaient plutôt en mode consulting. Et on a en plus commencé à rajouter par-dessus les formes d'interaction dessus. Bref. Toujours est-il que ce truc-là peut scaler à l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez, les équipes sont plus ou moins regroupées dans des sous-unités, là, que vous voyez avec les traits bleus. Mais ça peut vous amener assez loin. Vous pouvez donc du coup scaler vraiment votre organisation sans avoir les problèmes inhérents aux silos qu'on avait avant. Donc tous les silos ont disparu. Un des problèmes, par contre, c'est comment on définit une équipe. Quand c'est un produit, c'est facile. Tu es l'équipe qui est responsable du produit X. Parfait. Quand vous commencez à réfléchir à des fonctions, où est la frontière? Comment ça se passe? Honnêtement, je n'ai pas trouvé la recette, c'est super dur. Le bouquin donne des indications, mais j'ai envie de vous dire, c'est la partie la plus compliquée. Donc, on a essayé des trucs du genre, on va regarder les repos GitHub. Toi, tu es responsable de tes repos GitHub, toi, tu es responsable de tes repos GitHub. Ça marche moyen. Il y a des grands fans de monorepo, je veux dire qu'un truc comme ça, forcément, ça ne marche pas très très bien. Vous vous retrouvez avec 45 équipes. Oui, mais alors le folder qui est là, il est à qui? Bon, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment pas simple. Vous pouvez aussi regarder un petit peu quel est l'utilisateur qui va utiliser la fonction. Donc, si vous avez des personas, vous pouvez essayer de travailler sur les personas, essayer de vous dire, vous êtes responsable de cette persona, quelqu'un de responsable de l'autre persona. Le problème là-dedans, c'est que vous allez retrouver avec des chevauchements, donc des gars qui vont se bagarrer, ou alors avec des trous. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont passer entre les mailles du filet. Typiquement, vous avez, je m'en suis rendu compte, vous avez une alerte de sécurité, tu regardes ce qui se passe, et tu fais, c'est à qui ce bout de code? Personne. C'est merde. On a un truc en prod, il n'y a personne dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Un rappel de takeaway là-dessus, sur la topologie d'équipe. Donc ce qui est intéressant, c'est une structure par défaut, je vous l'ai donné au départ. Petites équipes, 5-6 personnes, tous pluridisciplinaires.
Alignement, alors j'en ai pas trop parlé là, mais l'alignement, c'est comment on fait en sorte que les équipes ont un objectif et que ces objectifs sont cohérents avec la stratégie de la boîte. On en a parlé un peu tout à l'heure avec Benoît et Dimitri aussi. L'autonomie, pour moi, c'est clé. Encore une fois, quand je vous disais au début, laissez-moi faire, je sais faire. Et je me sentais bridé avant dans d'autres organisations auxquelles j'ai pu travailler. L'autonomie, pour moi, c'est un truc super important. C'est un des points clés. Typiquement, à Docker, les gens choisissent leur IDE, choisissent leur outil, choisissent leur machine, choisissent même leur bureau maintenant, parce qu'ils sont en remote. Mais c'est vraiment un truc auquel je tiens. Et alors, le dernier point, mon aveu, j'ai rien compris aux limites d'équipe. En tout cas, si, un peu, mais c'est compliqué. J'ai pas de solution miracle. Et donc, il faut itérer dessus. Et c'est compliqué. Parce qu'itérer sur des frontières d'équipe, c'est vous parlez à des gens, vous parlez des responsabilités. Et donc, du coup, c'est toujours un truc que vous n'avez pas envie de changer les équipes toutes les 5 minutes, quoi. Ça casse plein de choses. Donc, c'est vraiment un sujet complexe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, moi, c'était ça. Après, un truc qui me tient aussi super à cœur, Dimitri aussi en a parlé un peu tout à l'heure, c'est pour avoir de l'impact, qu'est-ce qu'il vaut mieux embrasser comme carrière? Est-ce qu'il vaut mieux aller coder dans son coin ou est-ce qu'il faut mieux gérer des milliards de troupes? Eh ben, on a tous un gros biais sur le fait que quand tu es manager, quand même, tu es un peu plus balèze que le mec qui code dans son coin. Ça me rend fou. Ça me rend dingue. Et j'ai essayé de mettre en place une structure dans laquelle l'impact des gens qui codent est le même que celui des managers. Ou en tout cas, on essaye, parce que c'est compliqué quand même de mesurer l'impact. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on disait. Donc, ceux qui ont déjà vu les slides tout à l'heure vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pompé les trucs. Non, ça c'est ceux de Docker. Donc, contributeur individuel, c'est un mot que je déteste, mais c'est par opposition à manager. Donc, c'est le mot dans l'industrie, donc on va utiliser celui-là. Donc ça, c'est les 8 niveaux d'engineering qu'il y a. Alors oui, je commence à autre chose. Moi, les titres, c'est un truc, ça me passe par-dessus la tête. Le mec qui arrive, qui me dit « Salut, je suis ingénieur numéro 3. Salut, je suis senior développeur. » Je suis « Ok, super. Et alors, tu fais quoi en vrai ?» Mais tout le monde ne réagit pas comme ça. Il y a des gens pour qui c'est important. Moi, je suis senior développeur, regarde. J'ai 2 grades de plus que toi. Voilà. Et il faut, quand vous gérez des organisations à 150, là, au niveau d'à peu près du numéro de Dunbar, vous avez forcément des gars qui vont être dans les extrêmes. Donc ça ne sert à rien d'essayer de dire bah non, vous êtes tous comme ça. Non, vous êtes obligé d'embrasser tous les principes. Donc je me suis bagarré et on a fait cette ladder qui n'est pas exceptionnelle. Hein. Si vous regardez, il y a un truc qui s'appelle level.fyi, un site web. Vous pouvez aller regarder. Vous pouvez trouver toutes les ladders de toutes les boîtes, Google, machin, tout ça. C'est assez intéressant. Vous voyez un petit peu transparaître les valeurs. Vous avez vu le truc dans les ladders. Mais en gros, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en gros, IC1, on espère que tu ne vas pas trop tout casser, plein de trucs. IC2, on pense que le code que tu vas faire, il doit à peu près marcher tout seul. IC3, tu te débrouilles bien. On sait que quand on te donne une tâche, ça va au bout. IC4, tu commences à avoir une influence dans toute ton équipe. Donc, tu n'es plus petit piou-piou et tu... Voilà. Staff engineer, tu commences à rayonner en dessous de ton équipe dans ton département. Principal, c'est dans toute la boîte. Senior principal et distinguished, c'est carrément en dehors. D'accord. Il faut que distinguished, il faut que les gars qui sont à Devox, ils connaissent votre nom, quoi. D'accord, avant de rentrer dans la salle. C'est ça le truc. L'impact est plus grand comme ça. En termes d'échelle, si vous me demandez moi, IC4, il y a 10 ans de boîte là à peu près. Ou 10 ans d'expérience. Principal et compagnie, c'est 15 et compagnie, quoi. C'est pas juste parce que vous avez fait 3 bouts de code et mis en production que ça suffit. D'accord, il va falloir aller un peu plus loin. Et ce qui est marrant avec ça, c'est qu'il y a une forme de leadership qui se crée. Typiquement, il y a des gens qui veulent tout le temps monter la ladder. Parce que avec ladder, plus d'argent, d'accord, forcément. Donc, et c'est une motivation normale. On est tous là pour... quand on travaille, on est là aussi pour faire de l'argent. Pas que pour apprendre le dernier framework à la mode. Donc, comment on motive les gens les gens sont donc intrinsèquement motivés pour monter la ladder. Sauf qu'en montant cette échelle, il y a des responsabilités qui vont avec. Est-ce que vous êtes vraiment capable d'influencer l'ensemble de votre équipe? Ou est-ce qu'à chaque fois que vous présentez un truc, tout le monde vous dit non mais c'est bon. Est-ce que vous êtes capable de faire ça au niveau du département? Au niveau de toute la boîte? Parce que quand vous racontez quelque chose, les gens disent ah oui, lui il en connaît rien sur ce machin-là, ou cette partie-là, sur Git, ou je sais pas, n'importe un truc. Donc, c'est pas juste un truc où je gagne de l'argent, c'est aussi quelle est l'influence que je peux créer dans la boîte. Et au niveau des managers, c'est beaucoup plus simple. On compte le nombre de gens. C'est super simple.
J'en ai 3, tu as une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes, bah, ça y est, j'ai compris à peu près où est-ce que tu étais. Et c'est vrai que quand vous gérez 2 personnes, bah, ça va. Quand vous gérez une équipe, c'est plus compliqué. Quand vous gérez 2 équipes, ça commence à être sacrément le bazar. Et alors, quand vous êtes au niveau de département d'organisation, ça y est, d'accord, tous les problèmes, ils vous arrivent plein la figure. Et ça va être des problèmes idiots. Hein. Ça va être machin, il n'a pas été augmenté au même moment, sa mutuelle a pété, j'en sais rien. Un autre lui a dit un sale truc, je sais pas. Vous allez forcément gérer des trucs qui sont complètement en dehors de l'engineering. Et c'est ça qui est hyper important en tant que manager. Il faut que vous ayez vraiment envie de faire ça. Il faut que vous ayez profondément envie d'aider les autres êtres humains autour de vous à grandir dans l'entreprise en tant qu'ingénieur. L'ingénierie, on s'en fiche un peu quelque part. C'est juste une manière pour vous de discuter avec les gens. Il faut qu'il y ait vraiment cette attention de dire « j'ai envie d'aider les gens à réussir ». Il faut que votre victoire ne soit pas personnelle, ce soit la victoire des gens que vous managez. Et pas que ce soit parce que c'est comme ça que je gagne plus de pognon, ou que je grandis dans l'entreprise, ou que j'ai plus d'impact. Parce que j'ai vu un nombre de managers complètement dingues embrasser la carrière et gérer les équipes comme des patates. Il n'y a rien de pire. C'est catastrophique. Retourne coder. T'es gentil, c'est bon. Donc il faut vraiment avoir envie de ça. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Comme tout le monde n'est pas fait pour coder d'ailleurs. Mais dans nos entreprises, on nous a toujours appris à faire ça. Un truc rigolo, quand j'ai montré ça au RH, je leur ai dit, bah, on a 2 ladders. Je dis, ah bah non, t'as qu'une ladder, c'est engineering. Je dis, bah non, j'en ai 2, je suis désolé. Oui, mais t'es le seul à avoir 2 ladders. Je dis, m'en fous. Ça n'existe pas au marketing, ça n'existe pas au RH, ça n'existe nulle part. Enfin, nulle part. Il y a peut-être des endroits où je ne connais pas tout, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ces 2 trucs distincts sont vraiment, vraiment importants. Donc c'est quelque chose qu'il faut, dans une boîte de tech en particulier, je pense que c'est critique. Et alors, l'autre truc qu'il faut faire, c'est effectivement de faire en sorte que l'impact entre les deux soit relativement le même. D'accord? Donc si tu dis, je suis directeur, en gros, tu gères, on va dire, je sais pas, 6 équipes, ou en tout cas, tu gères des... Voilà, un truc super marrant de directeur, c'est que vous allez gérer des gens non plus directement, mais à travers quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ont déjà essayé, souvent, ce passage-là est rude, vraiment rude. Parce que vous ne pouvez plus vous asseoir avec le mec et coder avec lui ou qui te raconte ton problème. Tu es obligé de demander à un autre d'aller faire ça et de croire, d'avoir assez de confiance en lui pour qu'il te raconte le truc, enfin, que tu sois sûr que ce qu'il te raconte, c'est bien. Pour ceux qui ont essayé, c'est super dur. Moi, ça a été l'horreur. Donc, pourquoi je vous mets les petites flèches entre les deux? C'était pour vous dire que l'impact est équivalent. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que l'impact soit équivalent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand même, malgré tout, dans notre conscience, on a tous quand même, la plupart, compris que manager, c'était un truc important. Et quand on leur dit, tu vois, finalement, quand tu es senior manager, c'est pareil que staff. Donc senior manager, je sais pas, tu gères 2 équipes. Donc tu es responsable d'à peu près de la carrière de 10 personnes, on va dire, ou une quinzaine. Est-ce que l'impact que tu as en tant que staff engineer, c'est le même que quand tu gères la carrière de 15 personnes? Est-ce que le leadership que tu dois montrer pour discuter avec les gars qui sont autour de toi, autour du dernier framework que tu as envie de rajouter parce que tu as décidé qu'il fallait le rajouter, est-ce que c'est le même? Est-ce que tu vas imposer ta solution parce que tu as décidé que c'était la bonne? Ou est-ce que tu es capable de faire en sorte qu'il y ait un consensus autour de toi et que finalement les gens adoptent ta technologie ou ce que tu as envie de pousser? Quand tu fais des revues de PR, est-ce que tu les fais de telle manière à ce que les gens apprennent? Ou est-ce que tu imposes ton truc en te disant « Attends, t'es gentil, les virgules, c'est après, ou je sais pas, ou les parenthèses, c'est à la ligne, ou je sais pas quoi. » Donc, moi, ce que j'adore dans ce truc-là, c'est que ça pousse tout autant les IC à être leader que les managers. Et pour moi, le leadership, c'est je veux pouvoir me reposer sur les deux. J'ai des gens qui gèrent des carrières, j'ai des gens qui gèrent du code. Et je veux que ce soit les gens qui prennent du code, qui prennent les décisions. Mais pour ça, il faut qu'ils apprennent. Et c'est souvent quelque chose qu'on ne pousse pas assez, je pense. Les vrais bons, IC qui sont en haut de la ladder, ce sont des gens qui sont éminemment communicants, qui sont capables de faire passer leurs idées, qui sont capables d'avoir l'ensemble des gens autour d'eux, et qui pourtant sont capables d'aller descendre et aller coder un truc. Et que ce soit juste, que ce soit impressionnant, ou je ne sais pas quoi. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Et encore une fois, ce n'est pas juste de l'argent. Même si effectivement... alors oui, un autre truc qu'on fait, c'est que à Docker, on essaye d'avoir des... j'ai le terme anglais dans la tête. On essaye d'avoir des salary range, des grilles de salaire, merci. Des fourchettes de salaire. Il faudrait que on travaille plus ensemble. Fourchettes de salaire qui sont, on essaye, équivalentes. Pour qu'il n'y ait pas de motivation justement à dire ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire le manager va faire son truc. Et machin.
Un super bouquin, attention, c'est le moment, de Manager Pass, il est super connu, vous l'avez déjà lu, ou ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. Que vous soyez manager d'ailleurs, ou si vous allez être managé, si vous pensez que votre manager, c'est le pire crétin de la Terre, allez lire ça d'abord, vous allez voir ce qu'il vit et ce qu'il est capable de faire. Il y a tout de comment demander une augmentation, comment donner du feedback, enfin voilà, c'est hyper intéressant d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si c'est traduit, moi j'ai écouté le bouquin sur Audible, c'était top. Combien de temps il me reste? 10 minutes. Allez. Dernier chapitre, remote. Ça, c'est une image que j'ai prise sur CNN, là, sur le site web de CNN il n'y a pas très longtemps. Le titre, c'était les bureaux aux États-Unis sont à moitié vides, c'est le prochain risque pour les banques. C'est assez rigolo ce qui nous est arrivé il y a 2-3 ans, avec l'histoire du Covid qui a un peu forcé tout le monde à enfin, rigolo, oui, je suis d'accord. Le terme est mal imposé. En tout cas, notre industrie a énormément changé à cause de ça. C'était pas drôle. Et ça n'est pas drôle d'ailleurs toujours, je ne pense pas complètement que ce soit terminé d'ailleurs, mais on est, voilà, le remote s'est imposé quelque part dans le monde. On s'est retrouvé à pouvoir recruter des gens un peu partout. On s'est retrouvé à avoir des gens qui ne voulaient plus venir au bureau. Pour rappel, hein, ça c'était dans les années 2000, comme on vendait vos bureaux. D'accord. Bah, c'est chouette, hein. Franchement, moi j'aurais bien aimé bosser là-dedans. Hein. Pour ceux qui sont allés dans les bureaux de Google, franchement c'est sympa. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de bureaux qui ne ressemblaient pas à ça. Ça me fait plaisir. Donc ça, c'est comment on vendait les bureaux en 2000. D'accord. Aujourd'hui, on les vend plutôt comme ça. D'accord. Tu travailles chez toi, c'est zen. Tu as ton petit jardin éventuellement, ou l'arbre du voisin. Tu fais ton multi-setup de ouf avec 45 micros. Tu te crois pour un streamer Twitch avec des micros au milieu de ta figure et tout le tralala. Je déteste ça, vous ne pouvez pas imaginer. Mais bon, il faut bien s'occuper, donc voilà. Hein, c'est ça les bureaux aujourd'hui, c'est enfin, en tout cas une partie de l'industrie. Et alors, enfin, il y a aussi une histoire de coût là-dedans. Quand vous, bon, moi, donc Docker est une boîte maintenant qui est entièrement remote. On était déjà très remote avant le Covid, mais avec le Covid, on a tout accéléré à tel point qu'aujourd'hui, on n'a plus de bureau du tout physique. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que l'adresse postale de la boîte postale de Docker France est à 7. Parce que c'est là où on a notre comptable. Non mais, pour dire qu'on s'en fiche finalement, tout change, quoi, d'accord. À l'époque, pré-Covid, on avait le lundi et les mardis au bureau, on avait des gens qui habitaient en province, qui venaient à Paris passer 2 jours avec nous, pour les Parisiens, et puis ils repartaient chez eux. Et puis, du coup, comme ils travaillaient en remote, petit à petit, genre, plus avancé dans la semaine, moins il y avait de gens au bureau. Je suis arrivé des vendredis où je me demandais un peu si j'étais pas tout seul. Et donc avec le Covid, on a vendu l'ensemble de nos bureaux, on a vendu les bureaux là, enfin c'était pas acheté, mais on les avait loués. Donc on a rendu tous nos bureaux, on est tous en remote. Ça change énormément de choses. Moi, en tant que manager, avant, je rentrais dans une équipe, dans une salle, je regardais tout le monde, je savais, lui, il est pas bien, lui, il est en forme, lui, il est en train de raconter des conneries, et lui, il avait pris 3 cafés. Ben, voilà, je le savais instantanément. Je rentrais dans la boîte, vous pouvez le sentir, quoi. Là, maintenant, c'est 15 Zoom calls. Alors, ça va? Ouais. Et bon, voilà, ça change tout, quoi. Si vous êtes manager, c'est l'enfer. Vous êtes obligé de tout refaire dans l'autre sens. Vous êtes obligé de... Comment vous préparez vos meetings à distance? Comment vous savez que les gens sont bien, sans être sur leur dos toutes les 5 minutes? C'est toute une nouvelle façon d'apprendre à gérer la carrière des gens. Ça change plein de choses. Ça change énormément de choses. Ça donne plein de flexibilité aussi. Moi, j'adore pouvoir me barrer faire les courses, revenir, prendre un colis sans avoir à me le trimballer parce que la concierge ne l'a pas pris ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a plein de petits avantages. À Docker, c'est ça aujourd'hui la répartition. Chaque petite punaise, c'est un gars. Donc nous, en plus du remote, on s'est dit on va travailler sur plein de time zones, ça va être cool. Donc j'ai un Bulgare là-bas, complètement à droite. J'ai des gars côte ouest, complètement à gauche. 10 heures de différence entre les deux. 10 heures de différence, ça veut dire quand il est 8 heures du matin et 18 heures de l'autre côté. Donc en gros, il y en a un qui commence sa journée, l'autre qui fait salut. Pareil, en termes de gestion d'équipe, c'est l'enfer sur Terre. Comment tu fais que les équipes soient à peu près dans des fuseaux horaires qui sont similaires? Ça, c'est assez compliqué. Parce que tu embauches partout, d'accord, mais enfin, si tu as ton PM qui est là et ton ingénieur de l'autre côté, ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, ça ne fonctionne pas si, mais alors il y en a un ils vont tous faire un burn-out assez rapidement, quoi. Soit parce qu'il y en a un qui se lève à 5 heures et l'autre qui finit à 20 heures, mais des trucs comme ça. Donc c'est assez
intéressant de gérer ça. Un autre truc qui est super intéressant là-dedans, c'est la culture. On n'a pas beaucoup parlé là, mais les Américains de l'Ouest, les Américains de l'Est, un Espagnol, un Français et un Allemand vont avoir par leur histoire, par l'environnement qui sont autour d'eux, vont réagir à des situations de manière tous différente, dictées un peu par les gens qui sont autour de vous. Si vous croyez que vous avez une vraie personnalité, détrompez-vous. Vous en avez peut-être une, mais en tout cas, vous êtes très, très influencé par le monde qui est autour de vous. Et ça, quand tout va bien, bah, ça va, c'est cool, on a un livre en production, tout le monde est heureux, ça va bien. Mais quand ça ne va pas bien, parce que vous avez raté, ou quand vous êtes manager, vous devez gérer des gens dans une autre culture, c'est un vrai challenge. Arriver à apprendre ça, c'est tout un autre pan en fait, à apprendre et à savoir gérer. Je pense que c'est assez rigolo. Et dans le bon terme. Ça, je l'ai piqué. Alors, si vous faites de l'engineering management aujourd'hui, allez vous inscrire à la pragmaticengineer.com. Là, c'est une newsletter. Ça coûte un peu de sous, hein, je ne sais pas combien c'est. Peut-être 50 € par an, un truc comme ça. Il vous envoie un mail ou deux par je sais pas, semaine, un machin comme ça. Et le gars, alors j'ai piqué son slide. D'accord, ça vient directement de sa newsletter. Il fait des blog posts aussi, c'est un blog post que vous pouvez accessible. Qui est un truc super intéressant avec le remote, c'est que une des raisons pour laquelle moi j'ai commencé à regarder le remote, c'est parce qu'on est venu me voir, en tant que VP Engineering, on m'a dit « Jean-Laurent, comment tu peux justifier que on dépense $1 ou €1 de salaire de la meilleure manière possible ?» Et je voyais le truc arriver gros comme une maison, on va te faire outsourcer, en Inde ou je sais pas où. En te disant, en gros, tes ingénieurs, ils coûtent trop cher. Donc je fais quoi? J'achète des tout jeunes ou je pars en Inde. Voilà. J'avais déjà vécu des expériences pas top. Je sais qu'il y en a qui réussissent, moi, c'était pas top. Et du coup, on est parti pour embaucher un peu partout en Europe, avec des variances de salaire qui sont liées au pays. Donc des gens qui sont au Mexique ou au Portugal coûtent moins cher, globalement, que des gens qui sont en Norvège, en Suisse ou à côte ouest des États-Unis. Des gens qui sont au milieu des États-Unis coûtent moins cher que des gens qui sont sur les grands axes. Et ça vous permet effectivement de pouvoir éviter d'avoir à outsourcer dans des fuseaux horaires qui sont impossibles pour vous, en tout cas plus difficiles. Ce que ce gars-là vous raconte, en gros, c'est hyper intéressant. C'est qu'il y a, en gros, quand vous cherchez à payer des gens, il faut savoir avec qui vous êtes en compétition. Soit vous êtes en compétition locale, le gars au coin de la rue, vous êtes boulanger, vous embauchez des gars qui sont pas loin, parce qu'il faut qu'ils viennent. Est-ce que vous êtes en compétition avec toutes les boîtes qui sont locales ou tout votre pays, ou est-ce que vous êtes en compétition avec le monde? Et la zone de salaire que vous allez devoir proposer à vos ingénieurs, elle va dépendre de ça. Si vous êtes juste local, forcément, votre public il est plus petit, plus réduit. Vous pouvez avoir des salaires qui sont adaptés. Si vous êtes en compétition mondiale, eh ben forcément, il va falloir vous aligner. Moi, typiquement, j'ai des gens qui arrivent qui me disent bah, « JL, j'ai bien vu là, ton proposition chez Docker, là, elle est sympa, mais j'ai une proposition chez Apple et chez Google, donc on fait comment ?» Je dis bah, « Je fais pas, salut. » D'accord ? Je ne peux pas m'aligner. D'accord, en termes de... Et c'est pareil à toutes les échelles. Donc si vous êtes Docker, bah, vous ne pouvez pas vous aligner avec certains types de boîtes. Si vous êtes une boîte qui a une autre façon qui a un autre marché, qui a une autre forme de compétition, c'est pas la même chose. Quand vous voyez l'axe qui est en bas, c'est assez intéressant. Hein. Vous voyez là, vous êtes à peu près X. Là, vous êtes à 2 fois plus de salaire, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois plus pour un poste équivalent. Donc quand vous embauchez des gens, sachez à qui vous adressez, quelle est votre compétition, à qui les gens vont être derrière. Et ça, le remote, ça l'a rendu très compliqué. Parce qu'avant, c'était est-ce que j'ai un bureau d'Apple ou de Google dans ma ville? Non, bon, c'est bon, je suis tranquille. Maintenant, c'est ah ben non. Tu te retrouves avec des gars qui sont dans un coin paumé du désert et qui sont embauchés chez Google et qui travaillent voilà, à des salaires hyper intéressants. Donc, à prendre en compte, c'est super intéressant. Le pragmatic engineer, il ne parle pas que de salaire, il parle de tout un tas de choses, notamment sur les layoffs qui arrivent. On appelle ça. Il y en a qui m'ont traduit des trucs tout à l'heure. Les licenciements qui arrivent en ce moment dans l'industrie, notamment aux États-Unis. Franchement, si vous êtes dans l'engineering management, allez-y. Mon dernière recommandation de bouquin, je vois qu'il reste 1 minute, c'est ce bouquin, Remote, Office Not Required. J'ai fait des projets en remote en tant que freelance il y a une dizaine d'années. J'ai acheté le bouquin, j'ai fait de toute façon, moi je suis super fort, j'ai pas besoin de ce bouquin. Et puis au bout d'un mois, je dis merde, en fait si. Et c'est hyper intéressant. Plein d'exemples construits, c'est les gens de 37 Signal, donc en plus c'est un petit peu genre nous on sait tout, ça va être top. C'est vraiment bien écrit, c'est hyper court, ça se lit bien. Si vous travaillez en remote aujourd'hui, lisez ce truc-là, ça va vous sauver un peu de temps. Je les appelle les budgets, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai envie que vous vous rappeliez après 45 minutes m'avoir écouté mes histoires?
Encore une fois, ce n'est pas des recettes de cuisine. Je vous ai donné 4 bouquins. Vous avez noté. Dans les slides, j'ai fait toute la liste des bouquins derrière. Je vous les distribuerai après, en ligne. 4 questions que j'ai envie de vous poser quand vous repartez, ou 4 questions, au moins une de ces 4 questions, en fonction de où est-ce que vous êtes dans l'organigramme de votre entreprise. Quelles sont les valeurs du groupe dans lequel je suis? Est-ce que je peux retravailler ces valeurs-là? Est-ce que je peux y venir? Quelle est la stratégie de topologie d'équipe? Est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que ça veut dire les frontières? Est-ce qu'on est, en train de livrer des logiciels? Est-ce que je suis en train de livrer mon organigramme en production? Ce truc-là me fait à chaque fois me fait froid dans le dos. Quelle est la fonction des managers? Est-ce qu'ils sont là pour tout piloter ou est-ce qu'ils sont là pour gérer la carrière des gens? Et comment tirer au mieux parti du remote dans le monde dans lequel on est? J'ai dépassé de 20 secondes, mais tu m'avais volé 20 secondes au début, donc c'est bon? Ok. Merci à vous.